En 1868, Jules Michelet, l'historien, entrevoyait déjà que le destin des glaciers détermine pour partie le nôtre. Dans son ouvrage intitulé La montagne, il écrit « Les glaciers constituent un redoutable thermomètre sur lequel le monde entier doit toujours avoir les yeux, car c'est sur le front du Mont Blanc plus ou moins chargé de glace que se lisent le futur destin et la fortune de l'Europe, et les temps de la paix sereine, et les brusques cataclysmes qui renversent les empires ou emportent les dynasties. » Fin de citation. Michelet avait donc pressenti que l'évolution des glaciers a un effet sur le destin des peuples. Mais il ne pouvait pas encore soupçonner que cette influence est en réalité réciproque. L'activité humaine a elle aussi des effets observables sur la présence et le devenir des flocons qui constituent la matière première des glaciers, qui sont tout sauf de marbre. Il faudrait donc ajouter bien des choses à ces lignes écrites il y a plus d'un siècle et demi. Il faudrait notamment y intégrer tout ce que nous avons appris depuis sur la vie des eaux gelées, dont nous modifions les volumes et les vitesses d'évolution. Autrefois, les glaciers effrayaient. Aujourd'hui, la peur change de cause. C'est désormais leur fonte inéluctable qui est source d'angoisse. Que deviennent donc les glaciers ? Que se passe-t-il pour eux, donc pour nous ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui deux invités. D'abord, Delphine Six, bonjour. Vous êtes à distance Bonjour, à Grenoble, Étienne. vous êtes chercheur à l'Institut des géosciences de l'environnement, et puis dans le studio, avec moi en direct, Jean-Baptiste Bosson, bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes glaciologue, coordinateur notamment du projet qui s'appelle Ice and Life, dont nous parlerons durant cette émission. Mais je vais commencer par vous interroger et discuter avec vous, Delphine Six. Je propose que nous commencions notre discussion en évoquant les Alpes, puisque avec vos collègues, vous avez notamment étudié le glacier de Saint-Sorlin, qui est dans le massif des Grandes Rousses. Et ma première question est pourquoi ce glacier ? Est-ce que c'est un exemple qui nous éclaire sur le destin général des glaciers ? Et est-ce qu'il est représentatif des glaciers alpins ou est-ce que vous devriez faire autant d'études qu'il y a de glaciers différents ? Alors, effectivement, on vient d'écrire une petite publication sur ce fameux glacier de Saint-Sorlin. Alors, pourquoi lui ? Déjà, j'allais dire parce qu'il y a tout un historique en fait de mesures sur ces glaciers. Il y a très peu de glaciers finalement qui sont mesurés depuis très très longtemps dans le monde. Le glacier de Saint-Sorlin en fait partie. C'est vrai que ces mesures qui sont faites au sol, j'allais dire les mesures in situ, on en a très peu. La France est vraiment un cas à part avec comme ça quelques glaciers qui sont suivis. Vous l'avez cité, Saint-Sorlin dans le massif des Grandes Rousses ou d'autres glaciers dans le massif du Mont Blanc. Et si on veut aujourd'hui travailler sur les glaciers et j'allais dire sur l'ensemble de l'arc alpin, on a besoin comme ça de quelques glaciers qui sont vraiment très étudiés en détail et qui nous permettent ensuite par transposition de pouvoir expliquer ce qui va se passer aussi sur les autres glaciers. Donc ce que l'on fait, nous, au laboratoire, c'est qu'on bénéficie de ces glaciers qui sont sous surveillance depuis des décennies. On continue à les surveiller, j'allais dire pratiquement même de la même façon, depuis des décennies et des décennies. Et puis, ces quelques glaciers vraiment très sous surveillance, j'allais dire, ils nous permettent d'extrapoler et de pouvoir ensuite avoir une vision un peu plus globale sur l'ensemble du massif. Mais On ne peut pas aujourd'hui réaliser des mesures sur tous les glaciers. C'est beaucoup trop de travail humain, de coûts financiers, etc. Donc voilà, on a comme ça quelques glaciers, dont ce petit glacier de Saint-Sorlin. Et finalement, ce glacier, il est assez caractéristique d'une partie de nos glaciers des Alpes françaises, c'est-à-dire un petit glacier situé relativement, j'allais dire, à basse altitude, voilà, qui culmine aux alentours de 3400 mètres, 3500 mètres. Donc, finalement, il est assez caractéristique. Donc, l'étude de Saint-Sorlin, elle est transposable à d'autres glaciers, effectivement. Mais quels sont vos moyens d'analyse, Delphine ? Vous allez sur le terrain, vous faites des mesures, des prélèvements, vous mesurez des débits d'eau, par exemple ? Vous faites des simulations ? Alors, on a toute une batterie de mesures, et ces mesures, finalement, quand je vous parlais précédemment de ce suivi des glaciers dans le monde, tout le monde fait la même chose, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des standards internationaux qui nous permettent de mesurer ces glaciers et de suivre ces glaciers et d'avoir des variables
très caractéristiques. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde a les mêmes, et c'est ce qui nous permet ensuite effectivement de faire ça, de rentrer l'ensemble de ces paramètres et de ces variables dans des modèles pour simuler par exemple le futur. Alors qu'est-ce qu'on y mesure sur ces glaciers? On en mesure la surface déjà d'une part, d'année en année. On en mesure donc la longueur, la surface. On en mesure les pertes de glace chaque année. Alors on pourrait dire le gain ou la perte de masse, mais c'est vrai que je vous cache pas que depuis un peu plus de 30 ans, voire 40 ans, c'est plutôt une perte de masse qu'on mesure chaque année. Rares sont les années où les glaciers ont gagné de la masse finalement. On en perd énormément. Hein. Voilà, je pense que tout le monde se rend bien compte aujourd'hui, ne serait-ce qu'en se promenant dans le paysage ou en regardant des vieilles cartes postales ou des vieilles photos, qu'effectivement nos glaciers sont plutôt dans une phase d'amincissement. Donc on mesure on mesure la longueur, la superficie, le volume et la perte de volume de nos glaciers. On y associe aussi très souvent des données météorologiques, c'est-à-dire qu'on installe des stations météorologiques, soit sur la surface des glaciers, soit en bordure des glaciers, parce que finalement, les réseaux conventionnels, typiquement ceux de Météo France, n'ont pas de mesure à si haute altitude, par exemple au-delà de 3000 mètres d'altitude. Donc on complète ainsi les réseaux de Météo France. Et puis on en mesure, comme vous le dites, les débits d'eau à la sortie pour essayer de comprendre quelle quantité d'eau chaque année, à chaque moment, le glacier va relâcher dans les rivières à l'aval. Alors j'ai lu Delphine Six, l'article que vous avez publié avec vos collègues et qui montre que l'évolution de ce glacier est beaucoup plus rapide que ce qui avait été envisagé. Oui, alors effectivement, ce glacier de Saint-Sorlin, on a encore une fois, on a des mesures qui sont extrêmement continues, extrêmement denses, j'allais dire, depuis le milieu des années 50, donc 1950 à peu près, 1957 même pour être précis, pour la première année de mesure. Et puis on a commencé dans les années 2000, quand on commençait à maîtriser un petit peu les outils qui nous permettent de simuler le futur de ce glacier, on a fait des premiers tests pour simuler le futur du glacier de Saint-Sorlin. Et comment on simule le futur d'un glacier? Évidemment, on n'est pas des voyants, hein, on utilise c'est vraiment des calculs scientifiques qui nous permettent de dire à partir d'une trajectoire passée quel sera le futur de nos glaciers. Et c'est vrai qu'à l'époque, au début des années 2000, on se basait du coup sur l'évolution des glaciers depuis à peu près les 20 ou 25 dernières années, à partir du moment où ils commençaient à perdre du volume, donc depuis le début des années 80. Et puis on a essayé l'année dernière de refaire le même genre de calcul, mais cette fois-ci en prenant l'évolution des glaciers des 20 dernières années et non plus celle du début des années 80. Et c'est vrai que la fonte et la perte de masse de nos glaciers alpins s'intensifiant, étant de plus en plus forte. On a vraiment une accélération de la perte de masse des glaciers depuis le début des années 2000. C'est extrêmement notable dans nos relevés. Et bien maintenant, si on projette le futur de ce glacier de Saint-Sorlin à partir des 20 dernières années, eh bien, on montre que par rapport à ce qu'on avait annoncé, qui était une disparition du glacier dans les années 2080, là, on revient, hélas, on va vers une disparition du glacier de Saint-Sorlin pour les années à peu près 2050. Donc, on gagne entre à peu près 25 ans à 30 ans en fait sur cette évolution du glacier, c'est-à-dire une disparition d'ici à peu près 25 ans. Quoi. Bon, ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres assez terribles. Qu'est-ce que vous appelez dans Delphine Six le bilan de masse? Comment est-ce que ça se calcule? Comment est-ce que ça se définit? Et en quoi les bilans de masse qu'on peut publier chaque année pour les glaciers sont-ils ou non des indicateurs du réchauffement climatique? Oui, cette notion de bilan de masse, pour nous, c'est vraiment un indicateur extrêmement pertinent, comme vous l'avez dit, par rapport à l'évolution du climat et au climat de l'année. Mesurer le bilan d'un glacier, c'est mesurer en chaque point du glacier, ou en tout cas un certain nombre de points du glacier, le gain ou la perte de masse qu'a notre glacier. Il faut savoir qu'un glacier, qu'est-ce qui se passe sur la surface d'un glacier, hein? C'est évidemment un hiver pendant lequel il va neiger, et puis le printemps et l'été qui va suivre, on a cette neige de l'hiver qui va évidemment fondre en partie.
mais pas totalement. Dans les parties hautes des montagnes, cette neige de l'hiver doit, si on veut continuer à avoir nos glaciers, doit persister au cours de l'été, même si elle va fondre en partie. C'est ce qui va constituer la zone haute de nos glaciers, ce qu'on appelle les zones d'accumulation. Et puis c'est ça qui va constituer d'année en année, qui va reconstituer, j'allais dire, le stock de masse de notre glacier. Donc en fait, ce que l'on fait, c'est que chaque année au printemps, on va partout sur la surface d'un glacier, on mesure déjà les hauteurs de neige de l'hiver pour avoir vraiment les quantités de neige que le glacier a pu stocker pendant son hiver. Et puis ensuite, on va suivre pendant tout l'été la perte de cette neige et puis la perte de la glace en dessous. Et en chaque point du glacier, qui sont définis, qui sont toujours les mêmes d'année en année, on réalise ces mesures. Et ensuite, avec un calcul, on essaye d'extrapoler ça à l'ensemble de la surface. Et finalement, à la fin de tous ces calculs et de toutes ces mesures, on a un chiffre qui est globalement la quantité, si on ramène ça, puisque la neige, la glace n'ont évidemment pas les mêmes densités, donc on ramène tout ça, j'allais dire, à une valeur en eau. Et donc, on est capable de dire sur l'ensemble de la surface de nos glaciers, quelle est la lame d'eau, ou on pourrait dire la lame de glace, si on changeait la densité, le glacier aura perdu sur toute sa surface. Donc c'est vraiment un chiffre qui est très caractéristique du climat de l'année, puisqu'il va représenter d'une part la précipitation, donc vraiment ce qui se passe pendant l'hiver, et ensuite tout ce qui va faire fondre notre glacier, tous ces flux d'énergie à la surface du glacier qui le font fondre pendant l'été. Donc le bilan de masse, c'est un indicateur extrêmement pertinent chaque année pour vraiment représenter l'état de santé de nos glaciers. Et partout dans le monde, effectivement, on compare cette notion de bilan de masse d'un glacier à un autre pour essayer de voir leur évolution. Alors j'ai une question naïve, Delphine Six, vous l'excuserez, mais comment est-ce que la fonte des glaciers modifie la quantité de l'eau de fonte? Moi, j'ai envie de dire, si les glaciers fondent plus, ça fait davantage d'eau de fonte. Mais en même temps, si leur volume diminue, ça en fait moins. Et donc, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle diminue, l'eau de fonte qui vient des glaciers? Alors c'est effectivement la question sur laquelle à la fois les glaciologues et les hydrologues travaillent de concert, j'allais dire. C'est effectivement de comprendre que dans un premier temps, effectivement, un glacier qui fond, et notamment des gros glaciers, vont avoir à tendance, avec cette accélération des pertes de masse d'année en année, de perdre plus d'eau que ce qu'ils n'en perdaient avant. Donc chaque été, on voit effectivement que les débits de nos rivières sur les gros glaciers ont tendance à augmenter. Mais au bout d'un moment, la superficie et le volume de glace se réduisant, exactement comme vous le dites, il y a moins de quantité de glace à fondre, donc on va vers une réduction des débits. Et si on regarde, c'est ce qu'on appelle le pic d'eau en fait de nos rivières. Et ce pic d'eau, il est extrêmement dépendant effectivement de la taille du glacier actuellement, et puis de l'endroit où vous vous trouvez par rapport au glacier. Je prends un exemple peut-être très concret. Si vous prenez le gros glacier d'Argentière dans le massif du Mont Blanc, et si on se place juste à l'extrémité du glacier d'Argentière, typiquement juste à l'aval de ce glacier, effectivement, si on mesure les débits de l'Arveyron qui sort de ce glacier d'Argentière, là, les débits d'année en année, en fait, ils ont encore tendance à augmenter, et nos modèles montrent qu'ils vont encore augmenter jusqu'à peu près 2035-2040. C'est donc la date du pic. Cette fois, la superficie, jusqu'à la date du pic. Mais si vous vous éloignez, en fait, et si on s'éloigne, par exemple, de Chamonix et qu'on descend dans la vallée, par exemple, à Salanches ou encore un petit peu plus bas, dans la vallée du Mont Blanc, là, le pic d'eau, il est déjà passé parce que on a une superficie qui est moins englacée que si on se trouve juste à la sortie du glacier. Donc, globalement, en fait, nos rivières des Alpes, plus on s'éloigne des glaciers, plus le pic d'eau il est déjà passé, et la plupart des petits glaciers, typiquement par exemple le glacier de Saint-Sorlin dont on parlait, lui son pic d'eau il est déjà passé, il n'y a plus assez de surface englacée pour continuer à augmenter les volumes dans les débits des rivières. Donc c'est vraiment une notion qui est extrêmement importante, ce pic d'eau, à la fois évidemment pour la ressource en eau dans les rivières, pour des exploitants hydroélectriques par exemple qui exploitent l'eau des glaciers. C'est vraiment une notion qui est extrêmement pertinente aussi à regarder. Quand un glacier fond, Delphine Six, est-ce qu'il fond en diminuant sa longueur ou est-ce qu'il fond en diminuant son épaisseur? Vous allez sûrement me dire les deux, mon général.
Alors les deux, Étienne. Oui, tout à fait. En fait, c'est évidemment ce qu'on appelle la dynamique de nos glaciers, hyper à la fois de la longueur, donc de sa superficie, et puis de son volume de glace. Évidemment, il se réduit de partout, et on le voit très bien pour les promeneurs qui ont l'habitude, par exemple, pour certains, d'aller prendre le petit train du Montanvert et voir la mer de glace. On voit extrêmement bien le bas de la mer de glace qui se réduit. Cette langue qui était encore pendant quelques années bien collée sur les bords des parois rocheuses de la vallée. Là, le glacier, la langue, elle se réduit au centre du glacier. Donc on voit très bien qu'on perd à la fois du volume, on perd de la surface. C'est extrêmement notable, effectivement. Donc tout s'ajuste et tout se réduit, effectivement. Oui, d'ailleurs, il y a un tableau de cette vallée blanche qui a été peint en 1830 par le peintre genevois Jean-Antoine Link. Et quand on voit ce tableau, on voit que la mer de glace, à l'époque, allait jusqu'au refuge du Montanvert, alors qu'aujourd'hui, il y a à peu près 600 mètres de dénivelé pour l'atteindre depuis le bas de la Moraine. Et j'avais une question aussi à propos de la dynamique des glaciers. Moi, j'ai compris que, évidemment, les glaciers sont alimentés par la neige qui tombe dans leur partie haute, mais est-ce qu'à cause du changement climatique, l'altitude de la limite pluie-neige est modifiée, ou est-ce qu'elle est toujours la même ? Oui, alors ce sont des études sur lesquelles on travaille de plus en plus. Parce que effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure et qui est extrêmement important pour les glaciers. Si on veut que les glaciers continuent à être alimentés aujourd'hui et en tout cas subsistent, il faut absolument qu'à la fin de l'été, il reste dans leur partie très haute, dans leur zone d'accumulation, une quantité de neige de l'hiver précédent, qui ensuite sera recouvert par l'été précédent, etc. Et toute cette neige, en fait, par métamorphisme, se transforme en glace et puis s'écoule vers le bas. Et aujourd'hui, en fait, ce que l'on voit, et sur des années, par exemple, extrêmement caractéristiques comme l'an dernier, c'est que à la fin de l'été, donc l'été 2022, moi quand je parle de l'année d'avant, voilà, j'ai une année encore peut-être précédente, mais la fin de l'été 2022, elle était très très caractéristique et dans toutes les Alpes françaises, c'est-à-dire qu'on n'avait plus quasiment, sauf peut-être dans les parties très très hautes du massif du Mont Blanc, mais en tout cas sur tous nos glaciers qui sont sous surveillance, on n'avait plus cette zone d'accumulation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute la neige de l'hiver, en fait, avait entièrement fondu. Et parce que déjà, on avait eu très peu de neige pendant l'hiver. Ensuite, l'été avait été très long, très sec, très chaud, et donc on n'avait plus ces zones d'accumulation. Et nous, ce qui nous inquiète effectivement aujourd'hui, c'est que de plus en plus, en fait, avec cette évolution, ce changement climatique, évidemment, on est dans une notion de réchauffement, mais aussi de changement climatique, c'est qu'effectivement, la limite entre la pluie et la neige augmente de façon assez notable. Vous voulez dire qu'elle augmente au sens où elle est de plus en plus haut en altitude ? Elle est de plus en plus haute et je pense que s'il y a des exploitants de stations de ski qui écoutent cette émission aujourd'hui dans les Alpes françaises, l'hiver que l'on vient d'avoir a été pour cela absolument, je pense, assez emblématique, c'est-à-dire que aux alentours de entre 2000 et 2500 mètres, bon plus bas également, mais on a eu une alternance tout cet hiver de neige, de pluie, de neige, de pluie, de neige, de pluie, et les stations de ski de moyenne altitude de nos régions ont extrêmement souffert de cette pluie qui est arrivée sur le manteau neigeux. Donc de la pluie qui arrive sur le manteau neigeux, évidemment, ça le compacte, ça le modifie, ça fait des transferts d'énergie, ça le réchauffe ce manteau neigeux, et donc ça a tendance effectivement d'une part à le compacter, à le lessiver. On a eu des crues absolument formidables au mois de novembre et décembre, y compris jusqu'à Grenoble, qui sont vraiment liées non pas que à la pluie qui tombait dans nos bassins versants, mais aussi à toute cette neige en fait qui a été complètement lessivée par la pluie. Donc cette notion de pluie sur neige et de l'impact de la pluie sur la neige, ce sont vraiment des études sur lesquelles on consacre beaucoup d'énergie ces temps-ci pour essayer de comprendre effectivement ces impacts et essayer de les simuler dans le futur avec l'augmentation des températures. On sait pertinemment qu'effectivement cette limite pluie-neige va à nouveau augmenter. Mais si je vous comprends bien, Delphine Six, ça veut dire que le bilan de l'année 2023, qui n'est pas encore fait, pourrait être pire que celui de l'année 2022, qui est déjà une année record, puisque j'ai cru comprendre qu'en 2022, les glaciers ont perdu 6% de leur masse totale dans les Alpes françaises, ce qui est énorme. Oui, alors effectivement, on parle de l'année 2022. Quand je parle de l'année 2022, c'est donc l'hiver 2021-2022, parce qu'un glacier, évidemment, pour lui, on parle pas en année calendaire. On parle de octobre à octobre, c'est-à-dire un hiver plus un été. C'est ça pour lui une année.
Voilà. Donc, sa période à lui se conjugue comme cela. Et effectivement, donc on a eu cette année 2022 avec cet été 2022 qui a fait des bilans extrêmement négatifs. Où on a perdu entre 5 et 7% de la masse de nos glaciers. Ensuite, il y a eu l'année 2022-2023 pour laquelle on a calculé des bilans. Et là, par exemple, pour resituer par rapport à 2022, l'été 2023 a été exactement le même à peu près que celui de 2022. Par contre, ce qui a à peu près sauvé nos glaciers, enfin sauvé, en tout cas qui n'a pas donné des bilans aussi négatifs que l'année d'avant, c'est parce que l'hiver avait été plus enneigé. Donc on a eu un été comme celui de l'année d'avant extrêmement chaud et long, mais l'hiver avait été relativement enneigé, donc les glaciers l'année dernière étaient plutôt très négatif, mais pas si négatif que l'année d'avant. Et puis là, on se retrouve cette année avec un hiver, en tout cas sur les basses altitudes, où les quantités de neige sont très très faibles, mais il faut quand même pas oublier que nos parties hautes de nos glaciers, par contre, au-delà de 3000 mètres, par contre, cet hiver, paradoxalement, on se retrouve avec un espèce de déséquilibre, c'est-à-dire des parties hautes de nos glaciers extrêmement enneigées, parce qu'il a énormément neigé, par contre, puisque voilà, on a eu des quantités d'eau incroyables. Par contre, sur les parties basses des glaciers, là, il a très peu neigé, voire il a plu dessus. Donc, on va se retrouver au printemps avec un espèce de déséquilibre, c'est-à-dire que les parties basses de nos glaciers vont être très peu enneigées et vont très vite du coup se retrouver en glace au printemps, alors que les parties hautes de nos glaciers, elles, ont accumulé. Si j'explique un peu tout ça, c'est peut-être un petit peu complexe, mais c'est pour expliquer qu'il n'y a pas une année qui est forcément caractéristique et que c'est effectivement on dit bon il fait chaud les glaciers fondent, certes ça paraît justement si les années ne se comme ça, mais c'est si les années ne se ressemblent pas pour un même glacier, est-ce que vos prédictions, les scénarios sur lesquels vous travaillez, dépendent des scénarios climatiques à échéance de 30 ans, par exemple? Vous nous avez dit que le glacier de Saint-Sorlin pourrait disparaître en 2050. Est-ce que cette prédiction dépend de la trajectoire que nous allons suivre? Il y en a plusieurs qui ont été imaginées dans les travaux du GIEC, par exemple. Est-ce que ça dépend de ces scénarios ou est-ce que c'est indépendant? Alors, je vais vous faire une réponse. Ça dépend des glaciers et en tout cas pour tous les petits glaciers comme Saint-Sorlin, donc les petits glaciers qui sont situés à relativement basse altitude, pour quel que soit le scénario climatique, leur disparition sera pour les années 2050. Il faut comprendre qu'un glacier a une certaine, de toute façon, inertie, d'une part, et que la machine climatique a aussi une certaine inertie. Et que c'est vrai que les modèles de climat futurs, pour les 20 ans qui viennent, en tout cas dans un premier temps, en fait, sont tous donnent à peu près tous les mêmes tendances, et c'est effectivement après, en fonction de nos réductions de gaz à effet de serre, que la différence va se faire. Bien sûr qu'aujourd'hui, voilà, on émet des gaz à effet de serre, ces gaz à effet de serre restent concentrés dans l'atmosphère, et c'est donc en fonction de ce qu'on va émettre ou moins émettre ou plus émettre aujourd'hui qu'on va effectivement accentuer ou diminuer le phénomène dans 20 ou 30 ans. Donc de toute façon, pour tous les petits glaciers, la disparition, elle est quasi inévitable, j'allais dire, excusez-moi, d'ici à 2050. Par contre, pour les plus gros glaciers, et c'est vraiment là qu'il y a une trajectoire sur laquelle il faut être extrêmement vigilant, c'est effectivement sauver ces grands glaciers. Alors, pour la plupart, hein, en tout cas chez nous, dans le massif du Mont Blanc ou quelques-uns dans le massif des Écrins, mais c'est vraiment ces grands glaciers sur lesquels il y a vraiment encore une possibilité d'agir et sur lesquels il serait effectivement extrêmement pertinent de garder ces stocks de glace quand même en altitude, parce que voilà, nous on a souvent cette phrase un peu symbolique, hein, des glaciers sont des châteaux d'eau en fait de nos planètes dans les régions du monde, qui ont quand même le bon goût en général de fondre en juillet août, et donc d'apporter de l'eau à nos rivières à des périodes qui sont en plus généralement sèches, hein, dans nos régions. Donc c'est tout un écosystème en fait que sous-tendent les glaciers. Donc on a vraiment ce besoin et cette nécessité en fait de garder ces masses de glace à très haute altitude. Oui, c'est une évidence en fonction de nos trajectoires. Donc on peut encore agir pour les grands glaciers. Par contre, il est vrai que pour l'ensemble des petits glaciers des Alpes, voilà, ça va être beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Delphine Six, nous avons beaucoup parlé des Alpes françaises, mais Luc Jean Reynaud, notre réalisateur, me fait signe que les Pyrénées sont en train d'écouter l'émission et commencent à manifester des signes de jalousie. On n'a pas parlé des Pyrénées. Est-ce que vos conclusions valent de la même façon pour les Pyrénées, ou est-ce que la typologie des glaciers, leur évolution sont différentes?
Alors on a des glaciers effectivement qui sont suivis. On a notamment le glacier d'Ossou avec qui on travaille beaucoup avec une personne qui a une association qui s'appelle l'association Moraine. Donc ce monsieur s'appelle Pierre René qui fait les mêmes mesures que nous sur le glacier d'Ossou. Donc on a une trajectoire de ce glacier, en tout cas quand je parlais tout à l'heure de mesures sol, hein, il y a très peu de glaciers qui sont mesurés avec des mesures in situ sur les Pyrénées. La trajectoire, elle est évidemment aussi sur les glaciers pyrénéens très ressemblante à celle des glaciers des Alpes, et les superficies restantes des glaciers pyrénéens est encore bien plus faible que celle des glaciers alpins. Donc non, effectivement, je ne néglige pas les Pyrénées, ça c'est une certitude. Voilà, je sais que nos amis et nos collègues des Pyrénées sont aussi comme nous au chevet des glaciers et s'aperçoivent effectivement de fonte généralisée. L'année 2022 avait été exactement très caractéristique aussi pour les Pyrénées, et la perte de masse, hein, les tendances, si on regarde des courbes de perte de masse dans les Pyrénées, elles sont effectivement similaires à celles des Alpes en effet. Avant de me tourner vers Jean-Baptiste Bosson, j'avais une dernière question à vous poser, Delphine Six. C'est est-ce que vous connaissez les impacts hydrologiques qu'auront ces fontes de glaciers? On est aujourd'hui le 22 mars, qui est la journée mondiale de l'eau. Quid des ressources en eau en montagne et du débit des grands fleuves tels que le Rhône et d'autres? Oui, alors et c'est aussi des études sur lesquelles on se penche énormément. Évidemment, le débit des rivières étant lié à l'évolution des glaciers, l'évolution des glaciers étant liée à tous nos futurs scénarios climatiques et nos modèles climatiques. Ce qui est annoncé, en tout cas, par les modèles climatiques aujourd'hui, et Dieu sait si c'est compliqué, c'est pas les personnes de Météo France qui me contrediront, déjà de mesurer de la précipitation, c'est compliqué, de la simuler pour le futur, c'est encore plus compliqué, et de la simuler en zone de montagne, c'est encore plus compliqué. Mais aujourd'hui, en tout cas, des grandes tendances montre que globalement, on aura assez peu sur le siècle à venir dans nos Alpes, si je me base par exemple à 3000 mètres, d'évolution des précipitations totale, j'entends. Mais ce qui veut dire qu'effectivement, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on va évoluer vers une diminution des quantités de neige et une évolution des quantités de pluie. Donc, à l'échelle de l'année, nous, ce que l'on essaye de faire pour les 50 ans qui viennent ou les 60 ans qui viennent, c'est d'essayer de déterminer effectivement quels vont être le débit des rivières en fonction de cette pluie qui va augmenter et de la neige qui va diminuer. Et évidemment, de la pluie qui tombe, ça part directement à la rivière. La neige ou la glace, elles ont ce bon goût d'être stockées et ensuite de relâcher de l'eau pour la neige au printemps en général et puis pour la glace plutôt en été. Donc en fait, les études que l'on mène, c'est vraiment essayer de déterminer quel va être le changement dans la saisonnalité de l'évolution des cours d'eau. Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement notable, c'est-à-dire qu'on va vers des quantités d'eau qui vont augmenter dans les débits des rivières en hiver et au printemps généralement, et puis un assèchement extrêmement marqué en fait de l'ensemble des rivières sur la fin du printemps et sur les étés. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup. Alors et c'est aussi d'autant plus vrai quand on se rapproche des zones de montagne. C'est vrai que plus quand on s'éloigne, quand on va vers le Rhône, hein, par exemple, quand on descend très bas, on a un immense bassin versant qui est du coup beaucoup moins influencé par l'impact des glaciers, qui lui va être influencé beaucoup plus uniquement par la pluie. Donc à nouveau, hein, évidemment, on aura des pluies qui s'intensifieront probablement entre l'hiver et le printemps, probablement aussi encore peut-être un peu à l'automne, et puis des étés extrêmement marqués. Donc globalement, on a un changement on va noter des changements de saisonnalité de nos rivières, et c'est pas sans impact effectivement, encore une fois, pour l'habitat, pour tous les écosystèmes, et puis à nouveau pour le tourisme, pour les exploitants hydroélectriques et pour tous ceux effectivement qui vivent de l'eau des rivières. C'est très clair, Delphine, merci. Vous pouvez intervenir dans la suite de l'émission. Vous êtes à distance à Grenoble. Mais je vais me tourner maintenant vers Jean-Baptiste Bosson, glaciologue. Je vous ai présenté comme cela tout à l'heure. Je voulais vous poser une première question à propos d'une lettre que Percy Shelley, le mari de Marie Shelley, a écrite après avoir visité les Alpes durant l'été 1816. Et il essaie de faire un petit travail de glaciologue. Et je vais vous dire ce qu'il écrit dans cette lettre. Lui, il prédit que les glaciers ne peuvent qu'augmenter de volume. Et l'argument qu'il utilise est le suivant. Si la neige qui produit ce glacier doit s'accroître et que la chaleur de la vallée ne représente pas un obstacle à l'existence perpétuelle de masses de glace comme celles qui y sont déjà descendues, la conséquence est évidente.
les glaciers ne peuvent que croître et ils perdureront au moins jusqu'à ce qu'ils aient envahi la vallée. Qu'est-ce qu'il y a de faux dans ce raisonnement ? Ah non, c'est 1816, vous avez dit, c'était parfait, c'était une période de récurrence glaciaire où le climat était favorable au glacier, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de neige et puis pas beaucoup de fonte dans la partie aval comme l'expliquait Delphine tout à l'heure, et donc dans ce contexte-là, les glaciers ils gonflaient, ils gagnaient en épaisseur et ils gagnaient en longueur, donc lui il voyait avancer les glaciers, il dit tant qu'il n'y a pas de force qui est capable de grignoter les glaciers à l'aval, c'est-à-dire la chaleur dans la vallée, ils vont continuer à grossir, et c'était complètement juste, seulement, ceci dit, entre-temps il y a eu la révolution industrielle, on a un tout petit peu tourné le thermostat de la température globale sur Terre. Et là, les conditions pour grignoter la glace dans la partie aval est devenue beaucoup plus importante que la capacité à gagner de la nouvelle neige et transformer cette neige en glace et la faire évoluer vers l'aval, etc. Enfin bref, on est passé d'une grande période de bilan de masse positif, et il décrit très bien ça, à une grande période de bilan de masse négatif qu'on vit depuis le petit âge glaciaire. Alors, j'ai lu qu'en 1850, les glaciers alpins occupaient une surface 2 fois plus étendue, c'est-à-dire 4500 km². Aujourd'hui, c'est moins de 2000 m². 2000 km². Et on est en train de finaliser là avec des copains, enfin des collègues, les chiffres sur les Alpes françaises. On montre que les glaciers des Alpes françaises en surface, on n'avait pas encore ces chiffres, ont perdu à peu près 70% de leur surface initiale ou de la période de cet écrivain-là. Donc en 200 ans, les glaciers ont perdu à peu près 70% de leur surface. Vous voyez l'hypersensibilité de nos glaciers à un signal climatique depuis cette période qui est au niveau global 1,3 degré. C'est pas grand-chose, hein, mais vous voyez, on a perdu 70% des surfaces glaciaires françaises. Alors Jean-Baptiste Bosson, vous vous intéressez aux glaciers dans le monde, pas seulement aux glaciers alpins dont on vient de parler. Combien est-ce qu'il y en a ? Et j'avais d'ailleurs une question qu'on aurait pu poser d'emblée et que j'ai oublié de poser, c'est comment est-ce qu'on définit un glacier ? Par exemple, est-ce que l'Antarctique fait partie des glaciers ? Est-ce qu'il est considéré comme un gros glacier ? Est-ce que les couloirs de glace dans les Alpes sont des glaciers ? Est-ce que les icebergs sont comptés en volume dans la comptabilité générale des glaciers ? Plein de questions, très bonnes. Pour Delphine, elle a déjà répondu un peu. Pour définir un glacier, il faut 2 choses. Il faut une accumulation de neige. En fait, les glaciers, c'est pas des lacs gelés, c'est pas de l'eau qui gèle dans les régions froides de la planète, c'est de la neige qui se transforme en glace par compaction. Ça, c'est la première chose qui est fondamentale. Les grands glaciers sur Terre, c'est on appelle ça de la glace sédimentaire. Donc, dans ce cadre-là, l'Antarctique, ou les glaciers alpins ou en Himalaya sont des glaciers parce que c'est de la glace sédimentaire. Et deuxième chose fondamentale, et pas la banquise. La banquise est de la glace de regel. Et deuxième critère fondamental, c'est le mouvement. En fait, cette masse devient tellement lourde, tellement épaisse qu'elle commence à se déformer, à s'écouler. Et donc on dit qu'un glacier, pour qu'on définisse un glacier, il faut de la glace sédimentaire en mouvement. Et donc dans ce cas-là, l'Antarctique en est. Les glaciers alpins. Et la très bonne question sur les icebergs, on pourrait dire que c'est des bouts de glaciers à la dérive en train de mourir, mais c'est de la glace morte, dans le sens où elle est plus alimentée par de la nouvelle neige. C'est un bout de glacier qui s'est détaché d'un glacier qui arrive dans les océans ou dans un lac, qui se détache et puis qui flotte et qui met juste, comme votre glaçon dans votre verre de thé froid, qui met du temps à fondre, c'est juste ça. Est-ce qu'on peut faire l'inventaire ? Combien est-ce qu'il y a de glaciers actuellement répertoriés ? Et est-ce que, outre le fait qu'ils fondent, en tout cas beaucoup d'entre eux, est-ce que ça diminue leur nombre déjà ? Alors de manière complètement paradoxale, à mesure que les glaciers fondent, et le nombre augmente. En fait, ils se fragmentent. Exactement. Donc il y a un inventaire global des glaciers qui s'appelle le Randolph Glacier Inventory, qui est un exercice colossal mené par beaucoup de chercheurs dans le monde. Je dirais que les satellites nous ont beaucoup aidés dans tous ces efforts. Et la version 6, moi j'avais beaucoup travaillé sur celle-ci, il y avait 210 000 glaciers dans le monde, on pourrait dire 210 000 répartis dans toutes les régions froides, plus 2 géants, que sont les calottes de l'Antarctique et du Groenland, qui sont des glaciers qui ont des tailles continentales et où la glace elle flue à 360 degrés. Dans la version 7, qui est sortie cette année, enfin il y a quelques mois là, on est passé de 210 000 à 270 000 glaciers. Donc on a, entre la version 6 et la version 7, il y a quelque chose comme 5 ans. La surface et la masse, elle a largement diminué. Par contre, le nombre a augmenté parce qu'exactement comme vous dites, en fait, à mesure que les glaciers s'amincissent, à mesure qu'ils deviennent un peu moins longs, ils se fragmentent. Et par exemple, là, derrière nous, sur l'écran dans le studio, il y a une photo de la mer de glace. La mer de glace en 1850, quand la lettre de tout à l'heure décrit, on a un immense fleuve de glace qui connecte plein de glaciers coalescents. Et quand on amincit cette masse, les glaciers se disloquent les uns des autres et donc on augmente le nombre. C'est pas bon signe.
Il y en a de plus en plus, mais ils occupent de moins en moins de surface. Exactement. Et de la surface totale de la glace sous forme de glacier à la surface du globe, c'est quelle valeur? Si on prend les deux calottes et les glaciers, c'est 10% des terres émergées de la planète. C'est colossal. Hein. C'est vraiment. Et si on enlève l'Antarctique? Et si on enlève l'Antarctique et le Groenland, si on collait tous les 270 000 glaciers, on a quelque chose comme 650 000 km² couverts de glace. C'est la taille de l'Afghanistan. Ou alors la France, avec la Guyane et une grosse France. Voilà, la France globale. Et alors, j'imagine que vous connaissez les travaux d'un glaciologue qui s'appelle Robert Vivian, qui disait des glaciers qu'ils sont, je le cite, des grands aménageurs de territoire. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? En fait, les glaciers, ils ont une capacité érosive extraordinaire. En fait, quand on a toujours la mer de glace qui est derrière nous, là, qui fait plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, au petit âge glaciaire, quand elle a réavancé, en fait, les glaciers ont une puissance colossale, hein, et donc ils arrachent des bouts de montagne, ils abrasent les montagnes, vraiment, ils polissent les montagnes. Allez voir les glaciers, vous allez voir que là où les glaciers disparaissent, souvent on a des roches polies qu'on appelle des roches moutonnées, elles sont toutes arrondies comme les moutons qu'on a dans le ciel quand on regarde les nuages des fois. Et donc les glaciers ils abrasent, et en fait c'est un agent d'érosion d'une puissance presque unique sur Terre. Les grandes vallées alpines, Delphine qui est à Grenoble, évidemment la forme des vallées alpines est encore largement héritée du fait que pendant les grandes glaciations, il y avait les glaciers à Grenoble, il y avait les glaciers qui atteignaient quasiment Lyon et qui ont dessiné en érosion les Alpes, et puis qui ont déposé aussi, parce qu'ils enlèvent quelque chose quelque part, des matériaux dans les Alpes, ils vont les déposer un peu plus loin, et on a ce qu'on appelle des moraines qui sont des zones de dépôt de matériel de glacier. Mais qu'est-ce qu'il advient de ces moraines? Si on laisse le temps couler, est-ce que de la végétation finit par y apparaître, ou est-ce qu'elle reste en l'état? Tout est possible. S'il y a des processus érosifs dessus, les moraines peuvent disparaître. Il peut y avoir des lessivages, des érosions, etc. Et puis évidemment, et nous on travaille vraiment là-dessus dans le projet Ice and Life, en fait très très vite, si on a les moraines, donc c'est des matériaux abandonnés par les glaciers. On peut avoir des très gros blocs, mais ça va jusqu'aux argiles. En fait, les glaciers vont tellement concasser les roches en avançant qu'on a une immense variété de tailles de minéraux, de matériel minéral. Et donc, quand on a beaucoup de faim, quand on a des sables, quand on a des limons, quand on a des argiles, en fait, très très vite arrive la végétation, en tout cas en moyenne montagne ou en basse montagne. Donc quand les glaciers abandonnent des zones, ce chalet tout à l'heure qui nous parlait de 1816, il était à Chamonix. Le glacier de la mer de glace, elle atteint les bois, donc le fond de la vallée à 1100 mètres. Aujourd'hui, cette zone est couverte par une grande forêt, qui est une forêt primaire, qui s'est développée depuis, donc dans des zones de moraines abandonnées. Et quelles sont, Jean-Baptiste Bosson, les régions du globe où la fonte est la plus rapide? Est-ce qu'il y a des continents qui sont plus touchés? Est-ce qu'il y a des continents où les glaciers sont stabilisés? Il y a une extraordinaire étude là-dessus de nos collègues français, suisses et autres, et de Romain Hugonnet, notamment dans Nature en 2019, où grâce aux données satellitaires, on avait les bilans de masse géodétiques, c'est-à-dire vu de la 3D, vu de l'espace, on avait les bilans de masse de tous les glaciers sur Terre. Et ces travaux, ils ont montré vraiment que d'une part, la réponse était plutôt homogène sur Terre, que globalement, ça va pas très bien pour les glaciers, c'est juste évident que dans un contexte de réchauffement global. Mais par contre, il y avait des régions où, dans certaines décennies, par exemple le nord du Pakistan, la Nouvelle-Zélande, dans les années 90, il y a des petites avancées liées à la dérégulation du climat. Par exemple, le régime de mousson qui est un peu décalé, s'il y a un peu plus de neige, on a un peu des glaciers qui ont réavancé au Pakistan. Mais globalement, ça fond partout aujourd'hui. Et puis, parmi les régions les plus rapides, alors j'ai pas lu ce papier depuis quelques mois, il est sorti en 2019 dans Nature, mais une des régions où ça allait le plus vite sur Terre, c'était les Alpes. C'était l'Europe centrale. Et pourquoi? Ça rejoint aussi ce que disait Delphine, c'est que les Pyrénées, on est vraiment à la toute fin d'une histoire glaciaire à l'échelle d'un massif. Les Alpes, on a des glaciers un peu plus grands, mais globalement, les glaciers alpins à l'échelle mondiale, c'est des petits glaciers. Et puis, donc la réponse des petits glaciers, elle est souvent beaucoup plus rapide que les grands. Par contre, les grandes surfaces en glacier de l'Alaska, de l'Himalaya, de la Patagonie, elles mettent un peu plus de temps à répondre. Et donc, les vitesses, si je me souviens bien, de fonte, elles étaient assez fortes dans les Alpes. Mais Delphine Sick, j'ai une question pour vous d'ailleurs à propos par exemple de la mer de glace. Est-ce qu'à mesure que ce glacier fond, sa vitesse d'écoulement est modifiée? Est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle diminue?
Elle diminue. La mer de glace est, j'allais dire, plus légère. Donc sur son pan incliné, effectivement, sa vitesse diminue. Et je rejoins tout à fait Jean-Baptiste. Je complète juste aussi que les Andes et les Alpes sont les deux massifs, effectivement, qui ont le plus souffert sur ces 30 ou 40 dernières années. Les Andes, donc quand je dis les Andes, c'est Bolivie, Pérou, Équateur essentiellement, qui ont perdu, comme les Alpes, de l'ordre de. Mais ça peut se comprendre à partir de l'augmentation de température qui serait plus forte là qu'ailleurs. Oui, c'est aussi ça, c'est les signaux climatiques, pardon, je dis des erreurs de français, mais les signaux climatiques sont pas les mêmes partout sur Terre. Il y a des endroits où ça va plus vite que d'autres. Le signal climatique en France, il est assez puissant, le réchauffement. Hier matin, à la matinale de France Inter, ils en parlaient par exemple. Et donc il y a ça, mais aussi la taille des glaciers qui va faire que les réponses, elles sont différentes, comme on disait. Et dans des massifs où on a plutôt des petits glaciers de montagne, dans des régions très sensibles, ça va assez vite. Mais ça veut dire qu'à vous entendre, on pourrait conclure que comme je le disais tout à l'heure, les glaciers ont une sorte de personnalité, quoi. Il y a différents types de glaciers et leurs réponses au changement climatique sont différentes. Ça c'est clair, ouais, il y a différents types de glaciers. Moi par exemple j'ai fait ma thèse sur les glaciers noirs et les glaciers rocheux, donc ils ont encore des formes un peu bizarres. En gros dans le modèle de cuisine, pour faire un glacier il faut beaucoup de neige, mais on peut rajouter un deuxième ingrédient dans notre recette de cuisine, c'est les sédiments. C'est ce qui peut soit tomber sur le glacier, donc les blocs qui tombent des montagnes, ou alors ce que le glacier va arracher. Mais le fait qu'il y ait des sédiments dans un système glaciaire va modifier les dynamiques glaciaires, donc sur le type d'écoulement, sur les choses comme ça, et va modifier la réponse au signal climatique. Donc là encore une fois, bon, les gens voient pas, mais il y a une photo de la mer de glace derrière nous, de la partie frontale de la mer de glace. Aujourd'hui, on appelle un glacier noir. La partie est fortement couverte de sédiments, donc de tas de cailloux qui ont été érodés. Et ça modifie complètement la réponse du front de la mer de glace au signal climatique. S'il n'y avait pas ces cailloux, la zone fondrait. Ça pourrait à la fois fondre plus vite et moins vite. Ça dépend de la taille d'épaisseur des cailloux. Enfin bref, on pourrait vraiment dire que les systèmes sont simples, mais chacun est un peu particulier et va réagir en fonction de la topographie, en fonction de son orientation, en fonction de la fraction de sédiments qu'il y a dans le système, etc. Il y a des données qui me semblent à la fois indiscutable et effrayante, c'est que 70% de l'eau douce sur Terre existe sous forme de glace. Les 30% restants, c'est de l'eau souterraine. Et les fleuves, les lacs, les rivières, c'est moins d'1% du total. Et si toute la glace fond, le niveau des mers augmente de 69 mètres. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée-là Alors Parce que cette dans donnée-là, l'étude que vous avez publiée dans Nature, vous faites des prédictions jusqu'en 2100 à peu près. Et quelle est la proportion de la glace aujourd'hui stockée qui va fondre? Alors moi, faut pas que je dise trop de bêtises, que je suis vraiment pas spécialiste de ces questions-là. L'équivalent marin stocké dans les glaciers sur Terre et surtout dans les deux calottes, c'est plus que 99,5% de la masse stockée, c'est dans les deux calottes du Groenland et de l'Antarctique. Donc les glaciers, c'est pas grand-chose. Les glaciers, c'est pas grand-chose. Je crois que les glaciers, si je vous dis pas de bêtises, dans les dernières études, et là aussi il y avait des collègues de Grenoble qui ont fait un super travail, c'est quelque chose comme 25 cm d'eau globale, enfin d'eau marin. Et les 66 mètres sont surtout composés des calottes du Groenland et de l'Antarctique. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est effrayant, ça c'est sûr, dans un contexte où on dépasse des points de bascule et on induit un réchauffement climatique qui est très fort. Deuxième chose qu'on peut dire, c'est que 66 mètres marins en plus sur Terre, c'est pas pour tout de suite. La vitesse de fonte des immenses calottes du Groenland et de l'Antarctique, malheureusement, elle va plus vite qu'on pense. Dans les résultats, les grandes synthèses récentes, ça va plus vite qu'on pense, mais ça va être long. Donc les 66 mètres, c'est pas pour tout de suite, ça va mettre des siècles ou quelques millénaires. Mais par contre, là, par exemple, le dernier rapport du GIEC qui travaille vraiment là-dessus, c'était la fonte des glaciers. Il est où le niveau marin en 2050 sur Terre? Il est où le niveau marin en 2100 en fonction de... Soit on va vers l'application de l'accord de Paris, où on sait que c'est de plus en plus compliqué d'atténuer le climat à ces échelles-là, versus des modèles un peu catastrophes qu'on appelle business as usual. On fait comme s'il n'y a pas un problème avec le climat sur Terre ou avec la fonte des glaciers. Et dans le dernier rapport du GIEC, le seuil symbolique du 1 mètre cumulé en tout, en moyenne sur Terre, pouvait être dépassé d'ici à 2100. Et donc là, ça pose d'immenses problèmes dans une période où l'humanité s'est beaucoup développé depuis l'ère industrielle sur les traits de côte et le long des rivières pour commercer,
pour les grandes villes, etc. Donc c'est très inquiétant. Là, il y a vraiment des glaciologues, Delphine est peut-être un peu plus spécialiste que moi, mais moi pas du tout, mais qui travaillent là-dessus sur anticiper la réponse du niveau marin. Tout est connecté, ce qui se passe en haut de nos montagnes, il y a des conséquences en cascade partout à l'aval et sur tous les traits de côte de la planète. Donc évidemment, il faut anticiper tout ça, et c'est pas quelque chose qui attriste que les glaciologues et les alpinistes, le retrait glaciaire, c'est quelque chose qui touche toute la planète. Comment est-ce qu'on pourrait envisager de protéger les zones qui se trouvent désenglacées? Alors, il faut prendre. J'ai vu qu'en Suisse, on met des espèces de couvertures. Alors sur les glaciers, voilà. Donc nous, vraiment dans le projet Ice and Life, c'est vraiment des questions sur lesquelles on travaille. Le projet Ice and Life, dont Delphine Six veut intervenir, c'est ça? Non, pardon. Ça a coupé, alors on va rétablir la connexion, mais en attendant, reprenez Jean-Baptiste Besson. On travaille vraiment sur cette question de la protection des glaciers dans le projet Ice and Life, et en fait, si on veut protéger les glaciers, il faut agir sur le climat. Donc il faut que les États, collectivement, aillent vers l'application de l'accord de Paris. Je rappelle que malheureusement, les États prennent pas cette direction du tout. On signe des accords internationaux, mais on ne les respecte pas. Donc là, il faut vraiment qu'on démultiplie les efforts. Il y a des coins très localisés où on va mettre des bâches sur les glaciers. En Suisse, c'est un gros projet, Morteratsch, où il y a des canons à neige. C'est assez absurde. Mais c'est de l'énergie, ça. C'est de l'énergie, c'est détourner le cycle de l'eau. En fait, c'est de ne pas du tout écouter la nature. On va pas bâcher 10% de la planète, des terres émergées de la planète qui bougent. Les glaciers, ils bougent. On l'a dit, c'était dans l'élément constitutif, dans la définition. On va pas bâcher 10%. Ces bâches, c'est des microplastiques. C'est du pétrole qui finissent dans nos rivières et dans nos estomacs où vous voulez. Moi, je crois pas du tout à ces technosolutions. Je pense que d'aller vers ça, c'est vraiment faire fausse route et ne pas être capable d'écouter ce que nous racontent les glaciers. Donc ça, c'est la première chose. Si on veut sauver les glaciers, il faut agir sur le climat. Par contre, il y a quand même des glaciers aujourd'hui dans le monde qui sont détruits à la pelleteuse ou à l'explosif par des compagnies minières ou sur des domaines skiables. Et donc, de protéger les glaciers avec des zones protégées. Donc, par exemple, juste en France, il n'y a pas une seule fois le mot glacier dans la législation. C'était un prof de droit de Grenoble qui s'appelle Philippe Yolka qui l'avait montré. Il n'y a pas une seule fois le mot glacier dans toute la législation nationale, sauf pour parler des prérogatives des accompagnateurs en montagne. Donc, c'est un impensé total. La mer de glace, elle fait 2 km3. Pour donner un ordre de grandeur, le lac d'Annecy, qui est un grand lac français, qui est un des grands lacs, qui fait 1 km3. Il y a 2 fois plus d'eau dans la mer de glace. Regardez les projets de centrales nucléaires, de PR en France, on les met où? On les met le long des rivières glaciaires, du Rhône notamment. Et donc, c'est un impensé juridique. Donc nous, on dit, ça ne peut pas demeurer un impensé juridique. Il faut absolument protéger ces zones des pelleteuses et des explosifs pour des enjeux à court terme d'économie. Ça, c'est la première chose. L'ONU a déclaré 2025 comme année internationale de la préservation des glaciers. Donc c'est pas un délire de deep écologiste que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose qui est tout en haut de l'agenda international de la protection de la nature, qui est de penser pour la première fois les glaciers en tant qu'objet indispensable au fonctionnement de la Terre qu'il faut protéger. Et juste pour finir sur cette réponse, nous on montre qu'après les glaciers, à défaut de glaciers, parce qu'on a besoin de glaciers, et le message clé numéro 1, c'est qu'il faut sauver, protéger les glaciers, mais à défaut de glaciers, là où les glaciers disparaissent, se forment des grands lacs, des nouvelles forêts, des nouvelles zones humides, des nouveaux sols, des nouveaux fjords dans les régions arctiques, donc des nouvelles zones océaniques, qui ont une importance écologique fondamentale. C'est des nouveaux refuges, des sanctuaires pour la biodiversité. Ces zones, elles peuvent séquestrer un peu de carbone. Ces zones, c'est les réservoirs d'eau douce du futur. Quand il n'y aura plus de glaciers, heureusement que demain, on aura des grands lacs. Surface. C'est la surface de la France dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, ça je peux donner quelques chiffres juste après, mais du coup on disait que si on protège ces zones, elles vont nous donner des solutions face aux grands défis du 21e siècle et du 22e siècle que sont atténuer le changement climatique, avoir de l'eau douce demain dans les territoires, réguler le cycle de l'eau, et puis surtout aussi freiner la 6e extinction de masse. Donc on a absolument besoin de défendre ces zones et protéger les glaciers aujourd'hui en protection forte, en un sens, et ça je pense que c'est un peu inédit et révolutionnaire, c'est de la protection préemptive de la nature du futur. On espère qu'il y aura des grands glaciers dans ces zones-là si on met nos glaciers en protection forte, mais à défaut de glaciers, on aura des forêts, des lacs en bonne santé, et dans les territoires, on en a désespérément besoin. Et on a travaillé là-dessus, notamment dans Nature, on a publié cet été sur le futur, quelle sera la taille demain des glaciers sur Terre, et quelle sera la taille des zones qui vont émerger du retrait glaciaire. Donc on n'a pas étudié les 2 grosses calottes, parce que d'un point de vue des modèles, c'est un peu plus compliqué, et puis un peu la communauté de glaciologie est séparée entre ceux qui étudient les 2 grosses calottes, et puis ceux qui étudient les 270 000 autres points.
Nous, on a étudié les 270 000 autres points et on montrait que d'ici à 2100, au minimum, même si on applique l'accord de Paris, ce qui va émerger du retrait glaciaire, si on colle tout ensemble, c'est à peu près la taille du Népal, c'est 150 000 km², ça c'est la surface minimale. Donc vous voyez, le retrait glaciaire, dit autrement, va faire apparaître quasiment un nouveau pays sur Terre d'ici à la fin du siècle. Et si on ne respecte pas l'accord de Paris et qu'on va vers un scénario de très forte émission, ce qui apparaît, c'est 350 000 km², c'est la taille de la Finlande. Donc vous voyez la taille colossale. Et donc là, on a deux choix. Soit c'est nous qui avons contribué à détruire. Soit on les colonise, soit on les laisse tranquilles. Voilà. Soit on les colonise et on voit ça comme des zones d'opportunité économique, mais on pense pas beaucoup à nos enfants, parce qu'on sait très bien que quand on regarde les limites planétaires qui sont pas que climatiques, qui sont sur les enjeux de l'eau, de la biodiversité, etc. On sait qu'il y a après nous, ça va être quand même un peu plus compliqué ou un peu moins marrant, on va dire ça comme ça. Donc soit on les colonise et on reste dans cette lecture très l'homme maître et possesseur de la nature, soit on écoute les glaciers, on écoute ce que nous dit la nature, on écoute ce que nous dit le vivant et on en prend soin. Ça veut dire qu'on accepte de les laisser en libre évolution. Ça veut pas dire qu'on interdit l'homme dedans. Ça veut dire qu'on interdit les activités qui détruisent la nature. Et ce faisant, on se rend un peu moins vulnérable, un peu plus résilient face aux crises à venir. On a retrouvé la liaison avec Delphine Six qui veut prendre la parole. Delphine ? Oui, non, parce que c'était sur la question précédente sur l'élévation du niveau des mers, donc ça on peut y revenir. On peut y revenir. Jean-Baptiste. On peut y revenir. Non, vas-y. D'accord. Non, c'était pour compléter, peut-être pour dire qu'effectivement, tu l'as dit aussi, la sensibilité de nos glaciers fait qu'ils vont réagir extrêmement vite par rapport aux deux autres calottes polaires. Donc même si le volume d'eau contenu dans les glaciers est effectivement bien moindre que celle des grandes calottes polaires, c'est effectivement préoccupant parce que c'est sur ce siècle-là que ça va se passer. Et on est plutôt aux alentours de 40 cm d'élévation du niveau des mers si on faisait fondre l'ensemble des glaciers de notre planète. Voilà. Et 40 cm, c'est loin d'être négligeable pour effectivement une grande partie des populations qui vivent au bord de l'eau, voire les pieds dans l'eau dans le monde. Donc voilà. Et aujourd'hui, juste pour préciser, l'élévation du niveau des mers, c'est un tiers actuellement par an la fonte des glaciers, un tiers l'expansion thermique des océans et un tiers la fonte des grandes calottes polaires Antarctique et Groenland. Donc on est vraiment dans une augmentation qui est dans l'étude que vous avez de ce niveau des mers et c'est extrêmement important. Dans l'étude que vous avez réalisée et que vous avez publiée dans la revue Nature, Jean-Baptiste Bosson, quid des ressources en eau douce compte tenu de cette fonte ? Comment ça change la donne à propos de la question de l'eau douce dont tout le monde parle aujourd'hui ? Alors, juste un petit clin d'œil, la personne qui fait tous les modèles qu'on a publiés dans Nature cet été, il s'appelle Matthias Huss, c'est un des grands modélisateurs glaciaires actuels, c'est un ami glaciologue suisse. Et Matthias, on a travaillé avec lui là dans cet article sur une lecture qui était quelles sont les surfaces occupées par les glaciers, quelles seront les surfaces futures et quelle est la topographie qui va émerger du retrait glaciaire. Donc c'était un voyage dans le temps, un peu pour la première fois comme ça au niveau global sur où seront les zones. En fait, on arrive je dis on, c'est surtout lui, parce que moi je suis complètement incompétent là-dedans, mais on arrive à anticiper à peu près la 3D des glaciers et la topographie sous-glaciaire. Alors c'est des modèles avec beaucoup d'incertitudes, mais ça permet d'anticiper le futur, notamment sur la future formation de lacs. En fait, que les glaciers, c'est tellement un super agent d'érosion, comme on en parlait tout à l'heure. Souvent, ils vont creuser plein de cavités. Donc l'eau reste en haut. Alors, je vais arriver aux chiffres là, et aussi sur les futurs fjords, etc. Et en fait, un ordre de grandeur, depuis 1990, il y a une étude, grâce aux données satellitaires, on commence à avoir des visions globales. Depuis 1990, dans les zones désenglacées sur Terre, ça c'est des Canadiens qui avaient montré ça il y a 3 ans dans Nature Climate Change, il y a 14 000 nouveaux lacs sur Terre qui sont formés juste dans des zones désenglacées. Donc on pourrait dire glaciologue, c'est pas forcément un métier d'avenir, limnologue, les gens qui étudient les lacs, il y en a de plus en plus et voilà. Mais par contre sur le volume d'eau, c'est super intéressant et malheureusement c'est plutôt inquiétant. Ce qu'on a modélisé, mais qui faisait écho à ce qu'avait montré cette étude-là, c'est que quand on compare le volume glaciaire initial qui a disparu, et le volume des lacs qui restent dans les territoires et dans les paysages, l'eau stockée, c'est à peine entre 0 et 5%. Dit autrement, plus que 95% de l'eau, finalement, s'écoule vers les océans ou vers les bassins internes, ou finit dans l'atmosphère après. Mais en gros, dans les territoires, on a très très peu d'eau qui va être stockée dans les lacs. C'est quand même mieux que rien. Demain, plutôt que d'avoir 0 lac, si on a entre 0 et 5% de la surface du volume glaciaire initial qui est stocké, c'est mieux que rien. Mais ça ne remplace pas du tout fonctionnellement le rôle des glaciers. Par contre, ce qu'on n'a pas du tout quantifié, nous, et ce qui est très intéressant, c'est, je pense que c'est les nappes phréatiques, c'est les zones humides, c'est les autres écosystèmes aquatiques qui stockent beaucoup d'eau sur Terre. Merci Jean-Baptiste Bosson.